Bonjour à tous, bienvenue dans Politique et Éco, ravi de vous retrouver au programme de ce numéro Alerte Rouge sur la dette publique. Alors, la France en est actuellement à plus de 3 400 milliards d'euros de dette. Comment en sommes-nous arrivés là? Quels risques la dette fait-elle courir à la France et surtout aux Français? Quelles peuvent être les conséquences de la démission du Premier ministre François Bayrou? Comment sortir de la chienlit? Pour répondre à ces questions, nous recevons Alain Lebihan. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alain Lebihan, vous êtes diplômé en sciences économiques, vous avez travaillé dans les institutions publiques et dans de petites entreprises. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Macron, le grand liquidateur, Énergie, un crime d'État et Trump et la fin de l'Empire américain. Alain Lebihan, 3 400 milliards d'euros de dette. Le compteur défile à chaque seconde qui passe. Comment notre classe politique nous a-t-elle à ce point menés dans le mur? Écoutez, c'est la somme des déficits budgétaires enregistrés depuis le début des années 80. Il y a eu à la fin des années 70, après le choc pétrolier, il y a eu effectivement un endettement, mais qui a été neutralisé en 80 lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle. Mais à partir des années 80 et à partir de la période de François Mitterrand, l'endettement c'est-à-dire le déficit budgétaire, a été un mode de fonctionnement. C'est-à-dire les prélèvements obligatoires, c'était les impôts et les taxes qui servent à financer les dépenses de l'État, n'étaient jamais suffisantes. Et le gouvernement savait, enfin l'État savait dans quelles conditions ça risquait de tourner si la pression fiscale montait encore plus qu'à cette époque. Et donc, on a pris l'habitude de faire des dettes. Et là, le cumul des dettes et les intérêts des dettes arrive qu'aujourd'hui, on est à 3 400 milliards. Les députés ont chaque année depuis 74 ou 75 voté Absolument. Des budgets déséquilibrés, c'est-à-dire Absolument. En déficit, en pensant qu'à chaque fois, de toute façon... oui, mais c'était toujours la même histoire, c'était... on laisse filer, quoi. Vous aviez toujours des arguments, pour continuer à emprunter, continuer à gérer les déficits, en se disant que finalement, ce seront les successeurs qui auront ça à gérer. Et l'irresponsabilité totale dans cette affaire, c'est que quand même, ceux qui étaient au pouvoir à ce moment-là créaient les conditions, créaient la gestion de leurs successeurs, puisque leurs successeurs avaient la dette et surtout les intérêts de la dette à gérer. C'est le régime démocratique, Alain Lebihan, qui favorise cette irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent, qui sont à l'Assemblée nationale. Oui, c'est... Après moi, le déluge. Oui, alors... Oui, c'est comme ça que ça a fonctionné, oui. Oh, on verra après, je dis on verra après. Et puis, c'est peut-être un mauvais moment à passer, peut-être que la relance va arriver, peut-être que les résultats de l'économie seront meilleurs. Vous savez, il y a tout un ensemble de facteurs. Alors que, parallèlement à ça, qu'est-ce qu'on constatait? On constatait un déclin régulier de la croissance française. Je me souviens, moi, dans les années 90, le grand sujet, c'était la croissance. C'est quand même pas l'objet. On n'est pas là pour faire de la croissance. Oui, d'accord. Sous Jospin, ça marchait quand même bien entre 97 et 2002, la croissance. Oui. Ils en ont profité pour justement mettre... Oui, alors il y a eu un effet effectivement à cette période-là où il y a eu une relance qui venait principalement de l'extérieur. C'était pas l'économie française qui trouvait en elle-même les capacités de résistance. Non, je crois que c'était les États-Unis surtout qui étaient le facteur de développement à ce moment-là. Mais l'économie française, elle continue à plonger. Quand vous regardez les taux de croissance... chômage en hausse... Voilà, alors l'indicateur numéro 1, c'est le pouvoir d'achat, puis l'indicateur numéro 2, c'est la montée du chômage. Si vous ne faites pas 3% de croissance, vous avez du chômage. Les 3%, enfin ça s'est modifié un peu avec le temps, mais les 3% de chômage, c'était la limite au-delà de laquelle on était obligé de faire en sorte que le pays avance pour
que les nouvelles générations puissent rentrer dans le marché du travail. C'était aussi simple que ça. Dans les années 70, l'industrie représentait une trentaine de pourcents par rapport au PIB. On est aujourd'hui à moins de 10. C'est ça. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit qu'un pays fonctionnerait mieux sans industrie, que ça serait, on va faire du tertiaire et puis les Allemands continueront à fabriquer des BM. Oui. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début des années 2000... c'est l'arrogance de cette classe politique qui est insupportable. Non, mais il n'y a pas que, parce que je me souviens que Serge Turuc, qui était le patron de la Compagnie Générale Électrique, a dit à un moment, donc on est au début des années 2000, on n'a pas à construire d'usines en France. Les usines, ça se construit en Extrême-Orient. Oui. Et c'était relayé par le ministre de l'économie et des finances, qui venait de la sidérurgie, qui disait « Ah ben non, on ne fait pas d'usine en France, on le fait à l'étranger. » Donc, ce processus de désindustrialisation auquel on avait substitué une économie de services, et puis une économie de tourisme, et puis la finance... aboutit à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. En fait, tous ceux qui ont alerté à ces moments-là, on les faisait passer pour des gens qui étaient dépassés par le mouvement général des pays et des progrès. On a entendu récemment le Premier ministre, François Bayrou, s'en prendre à ces fameux boomers, ces Français nés entre 46 et 65, en leur disant qu'ils étaient les responsables de la dégradation de la dette française. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la faute de ces Français-là, de cette génération qui a flanqué la France par terre? Ouais, je pense que c'est assez scandaleux, ce discours-là. D'autant plus que c'est pas très malin, parce que c'est leur électorat. Mais d'autant plus qu'il est de cette génération, François Bayrou, et que son budget prévoit 30 milliards d'euros supplémentaires de dépenses publiques. Oui. Non mais enfin, Oui. De toute façon, on est dans une logique. On est dans une logique dans laquelle on ne peut que faire du déficit. Donc c'est ça qu'il faut arrêter, et ça doit être brutal. Qu'est-ce que les Français se disent quand on leur dit depuis une quarantaine d'années qu'ils doivent se serrer la ceinture, alors que pendant ce temps-là, François Bayrou fait rénover son bureau pour 40 000 euros et que M. Larcher, président du Sénat, commande 3 fauteuils pour 34 000 euros. Oui. Oui, alors... C'est à devenir fou, quoi. Oui, c'est-à-dire ils veulent finir la tête sur une pique, ou quoi? C'est-à-dire qu'il y a effectivement, dans l'ère du temps, il y a effectivement ça. Parce qu'il y a une telle colère de la part du peuple français. Je regardais les informations ce matin, on nous annonce qu'il y a une quantité effrayante de gens qui ne peuvent pas finir leur fin de mois. Crève la dalle en France. Ils ont 400 euros de découvert, mais 400 euros de découvert avec les taux d'intérêt qui s'imposent, c'est considérable. En fait, on a mis toute une partie de la population en difficulté. On essaye de faire porter la responsabilité sur ceux qui les précédaient. Or, c'est totalement faux. En fait, les boomers, ce sont les gens qui sont arrivés grosso modo sur le marché du travail au moment où la France connaissait des difficultés, c'est-à-dire la période où c'était la fin du gaullisme, c'était le début du giscardisme, et concomitamment, vous avez eu la crise du pétrole, c'est-à-dire la montée des prix des produits pétroliers. Mais en fait, on n'est pas sorti de cette logique qui a fait, c'est que pour arriver à boucler le budget, on faisait du déficit. Alors, vous avez des tranches, vous étiez à moins de 100 milliards de déficit jusqu'aux années 2010. Et maintenant, vous êtes passé dans une nouvelle tranche où vous êtes à plus de 100 milliards. Vous avez eu 2 événements qui sont arrivés qu'on n'a pas pu digérer. Vous avez les subprimes, où on s'est aperçu que dans les comptes des banques, vous aviez des tas d'actifs qui étaient pourris. Et puis vous avez eu le deuxième grand événement qui s'est passé avec, dans la dernière période, en 2017, 2018, les événements qu'on a connus. Donc,
on ne peut pas faire face, à partir du moment où on est dans une logique d'entêtement, on ne peut pas faire face à des accidents qui arrivent, parce que c'est la vie qui veut ça. Et donc, voilà, mais faut quand même pas perdre de vue, c'est que tout ce qui était déficit était justifié. Alors on disait, on justifie ça parce que on investit. Or, quand vous cherchez les investissements, vous ne trouvez pas grand-chose. Parce que si vous avez 3 000... la différence entre dépenses et investissements. Voilà, parce si que vous avez 3 l'investissement 400 milliards doit avoir un de dettes, imaginez que vous avez 3 400 milliards de dettes, vous êtes une entreprise. Ouais. Voilà. Mais si vous êtes une entreprise, vous avez 3 400 milliards d'actifs. Sinon, ça ne peut pas fonctionner, sinon vous êtes en faillite. Où sont donc les actifs de l'État français face aux 3 400 milliards ? Vous ne trouverez pas. On peut toujours dire que les Français ont 16 000 milliards d'euros d'épargne, voilà, qu'on a de l'or dans les coffres, qu'on peut vendre voilà. des aéroports, qu'on peut vendre des ports, qu'on peut vendre des châteaux, pourquoi pas les châteaux de la Loire. Oui. Ou les Combien vaut le château de Chambord ? Oui. Mais on va peut-être vendre ça aux Chinois bientôt. Alors, on a un sénateur, Fabien Gay, qui a fait un travail remarquable sur les aides publiques aux entreprises privées. Il a chiffré ça monte à 211 milliards d'euros par an. C'est ça, en fait, le premier budget de l'État. Le remboursement de la dette, c'est une 60aine de milliards cette année. Oui. Il n'y avait aucune contrepartie, aucun suivi de l'État. Personne n'était capable de dire où on en était. Ça vous inspire quoi, ça ? C'est-à-dire que le financement public des entreprises privées remonte à très longtemps. Il y a une pratique qui s'est faite de subventionner les entreprises. L'exemple le plus fort, là dans les 211 milliards, vous avez quantité de postes. Hein, ils ont fait un travail remarquable à la commission d'enquête. Le Sénat ne dément pas. C'est sur le site du Sénat, 211 milliards par an. Bon. Vous prenez par exemple la presse. La presse, ça doit être quelque chose comme 2 milliards par an. Alors, pourquoi on donne 2 milliards par an ? Parce que vous n'avez pas de lecteurs, en fait. Or, tous les journaux sont possédés par des très grandes entreprises. Hein. Le Parisien, c'est possédé par Arnaud. On pourrait quand même considérer que c'est à eux de mettre à la trésorerie s'il manque de l'argent. Mais on est rentré donc dans un système de financement qui vient d'une chose très très simple, c'est que la presse française, elle n'a pas besoin de lecteurs. Oui, ça favorise du débat démocratique, du fric dans la presse. Ça, c'est pour le fun, ça. Il n'y a pas du tout de débat démocratique. La seule chose qu'elle doit faire, la presse, c'est correspondre aux intérêts de l'État, enfin de celui qui domine l'État, pour pouvoir continuer à avoir des subventions. On est dans un monde qui ne vit pas avec les choses réelles. Alors, la France a une dette qui représente 114% de son PIB. Ouais. Aux États-Unis, ça représente 122%. Ouais. Les États-Unis, ils ne sont pas embêtés avec les marchés en leur disant on va peut-être plus vous prêter, on va dégrader la note de votre dette. Est-ce que c'est bien le surendettement qui est le danger, comme l'a dit François Bayrou ? C'est-à-dire, il y a plusieurs postes qu'il faut voir dans ce surendettement. Les États-Unis, c'est 37 000 milliards. Hein. C'est les difficultés dans lesquelles se trouve Donald Trump, parce que ils ont de la croissance, et puis Donald Trump essaye aussi de ramener l'industrie sur son territoire. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il va faire. Et puis ils ont le dollar. C'est ce qu'il va faire, c'est que les États-Unis fonctionnaient comment ? Vous faites comme quand il s'adressait aux autres pays, vous faites comme on le souhaite, et si vous le voulez pas, on vous envoie l'armée. Ouais. C'est comme ça que ça a fonctionné. Bon, ça a marché dans un certain nombre de pays, mais maintenant ça marche plus. Ouais, on nous disait que c'était la démocratie quand même, donc tout va bien. La plupart du temps, l'armée américaine, elle est partie contre les gens. La dette, elle est possédée en partie par les Chinois. Bon, je veux bien, moi, qu'on veuille aller chatouiller l'empire de Chine, mais ça va être extrêmement compliqué. Mais les États-Unis sont dans la même situation que la France, c'est-à-dire un endettement démesuré et une part industrielle très faible. En fait, l'industrie aux États-Unis, ça représente 10% de leur produit intérieur brut.
Nous, c'est 9-7, mais bon, maintenant, ça doit être 9, quand ça a dégringolé encore, comme l'Angleterre. Et vous prenez ces 3 pays, ce sont les pays les plus endettés, et ce sont les pays dont l'industrie est la plus faible. Donc, il y a une correspondance entre les deux. Alors que d'un autre côté, vous prenez l'Allemagne ou vous prenez la Chine, bon, l'endettement chinois et l'endettement allemand n'ont rien à voir. Par contre, ils ont une industrie qui dépasse 20%. Donc, voilà. Donc, le problème, c'est ça. Nous avons, parallèlement à la gestion d'un déficit budgétaire constant, on a désindustrialisé le pays, on a fermé des quantités d'usines. Oui, mais quand François Bayrou, Alain Le Bihan nous dit que le surendettement, c'est le danger, on voit qu'aux États-Unis, c'est pas du tout un danger. En fait, est-ce que c'est pas plutôt l'incertitude politique, la crise politique que François Bayrou vient d'ouvrir qui peut faire peur au marché en se disant les Français sont en train de déconner à plein tube, on peut plus acheter leurs dettes. Je pense que chez François Bayrou, il voulait le titre de Premier ministre. Pour la gloriole, quoi. Oui, il a fait 6 mois. Donc, tous les avantages liés à la fonction, il va pouvoir en bénéficier. Et je pense qu'il essaye de trouver une sortie honorable. Qui laisse entendre qu'il veut se battre, alors que lui, ça y est, il a fait son temps. Ouais, il a mangé dans la gamelle suffisamment longtemps. Voilà, il a obtenu retraite assurée. C'est ça. Donc, à savoir ce qui va se passer ensuite... À mon avis, il se doute un peu, mais enfin, lui, il a suffisamment de réserve pour pouvoir tenir. On a certains observateurs, quand même, depuis quelques années, qui nous expliquent que finalement, la dette, c'est pas très grave, puisque de toute façon, elle n'a même pas vocation à être remboursée. C'est quoi le raisonnement quand on est là ? C'est-à-dire, oui, on peut toujours jouer sur le fait qu'on ne va pas rembourser la dette, mais comment on va faire pour emprunter ? C'est ça, en fait, la limite. C'est qu'à partir du moment où vous prenez la décision de pas honorer vos engagements, vous avez le retour de manivelle. Tout le monde le sait très bien. Mais ça, c'est le discours qui a été un temps par la gauche. C'était de dire, c'est pas gênant d'avoir du déficit parce que c'est de l'investissement. Or, il n'y a pas eu d'investissement. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Il n'y a pas eu d'investissement. La valeur de l'État, si on a 3 500 milliards de dettes, je ne pense pas qu'en face, on ait 3 500 milliards d'actifs. Ce qui veut dire tout simplement, c'est que 3 400 milliards de dettes, c'est pas la vérité. C'est beaucoup au-dessus. On est certains l'ont dit, on est plus proche de 6 000 ou de 7 000 milliards que de... Alors, est-ce que la tentation, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, pour l'exécutif, pour cette chère classe dirigeante qui nous gouverne depuis une cinquantaine d'années, ça ne serait pas de taper dans l'épargne des Français? Elle est estimée à 16 600 milliards. Donc, si on tape là-dedans, il n'y a plus de problème. Là, le problème de la dette est résolu. Oui, bien sûr, on peut toujours... 16 600 contre 3 500. On peut toujours considérer que les biens des Français appartiennent à l'État. Enfin, là, il y a quand même une bascule. Mais la logique du système qui nous a conduit à cette dette, n'oublions pas que depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, il a fait quand même 1 000 milliards de plus d'endettement. Et il n'est pas sur le point de s'arrêter, quand on voit le dernier déficit connu, c'est quand même 168 milliards, le dernier déficit. Et par contre, ça va dans un sens. Et le sens est le suivant, la disparition de la France du paysage géographique et historique. Ça, c'est évident, c'est que ce qui compte maintenant, c'est l'Europe. Alors, bien sûr... Nos dirigeants... On est en train d'anéantir la France pour la fondre dans un ensemble supranational européen, pour survivre, en fait. Voilà, c'est ça. On n'aura plus le choix. C'est ça la mission d'Emmanuel Macron. C'est ça qu'il a eu comme mission, et tout ce qu'il a fait n'a eu que pour but de détruire. Mais ses prédécesseurs étaient dans une logique apparente, et identique. Alors seulement, si vous voulez, comment dirais-je... ils n'en étaient pas arrivés à 3 500 milliards, donc ça passait encore. Et puis vous savez, les gens, quand on parle de milliards ou de millions, au bout d'un moment, ça dépasse tout le monde. On ne se rend pas compte ce que c'est. On ne se rend pas compte que 3 400 milliards, c'est tout ce qu'on produit pendant 18 mois. Tout ce qu'on réalise pendant 18 mois. C'est énorme.
C'est une dette qui sera difficile à gérer. Bon, ceci étant, ils ont aussi d'autres astuces que ça. Hein. Vous avez l'inflation, vous avez la tentation de la guerre aussi. Ouais, alors on va y revenir à la fin. Ça, c'est les solutions que propose d'ailleurs. On entendait Jacques Attali proposant la guerre, l'inflation ou la croissance pour résoudre. Mais on va y revenir. Est-ce qu'on sait, Alain Le Bihan, qui prête à la France ? Alors, on sait que... L'agence France Trésor, c'est elle qui émet la dette sur les marchés. Qui est en face ? Alors, il y a, en gros, 55% de la dette française est détenue par des étrangers. C'est pour ça que la notation, les systèmes de notation qui sont mis en place pour qualifier la dette française ont de l'importance parce que ça se traduit en termes de taux d'intérêt. C'est-à-dire que comme on a une dégradation importante de la notation des organismes de notation, on a un taux d'intérêt qui monte. Donc on n'est plus à la période où on pouvait emprunter à moins de zéro. Là, on est au-dessus. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, les choses vont plus vite vers la dégradation et vers la faillite. Oui, on a un taux à 10 ans pour la dette finançable à 3,6. En Allemagne, c'est 2,78 en ce moment. Bien sûr, c'est en fonction de la qualité de l'emprunteur. Ouais. Et mais autant que je me souvienne, il y a eu un Premier ministre avant 2012 qui avait dit que la France était en faillite. François Fillon. Oui. Donc, il y avait déjà quand même un certain nombre de responsables qui s'étaient aperçus qu'on ne pouvait pas continuer dans cette ligne-là. Francis Maire aussi, Premier ministre de l'économie de Jacques Chirac, était allé voir le président de la République en lui disant « Monsieur le Président, on ne peut plus continuer comme ça ». Et Chirac l'avait renvoyé « C'est bon, on fait ça depuis 30 ans, m'emmerde pas ». Quoi. Oui. Oui, Francis Maire qui disait que lui, il fallait investir en Extrême-Orient, qu'il n'y avait plus de place pour les usines en France. À qui le surendettement de la France profite-t-il, Alain Le Bihan ? Ça profite. À l'extérieur comme à l'intérieur, parce qu'on peut se demander, tous ces députés qui votent des budgets déséquilibrés, est-ce qu'ils n'ont pas des petites rétrocommissions des marchés qui prêtent à la France ? Non mais on peut tout imaginer maintenant, vu l'état dans lequel la France se trouve. Bon, en fait, si vous voulez, c'est qu'on a créé les conditions d'une rente considérable à la finance. Mais il faut remonter loin, là, parce que auparavant, quand la France empruntait, c'était le Trésor qui empruntait en direct. Enfin, il y avait tout un système que c'est l'État qui empruntait. Et en 73, on a changé les règles du jeu. Oui, avec la loi du 3 janvier 73 qui a interdit à l'État d'emprunter auprès de la Banque de France à 0%. Voilà, là, on est obligé de passer vers le système bancaire qui, lui, définit ses règles. Et donc, en fait, il y a tout, depuis début des années 70, si vous voulez, les choses, la conduite de la France, ça a été une espèce de déliquescence qui s'est plus ou moins accentuée avec les présidents. À partir de 2005, sont arrivées une nouvelle génération, plus jeune. Les Sarkozy, Hollande, Macron. Oui, Sarkozy, Hollande, et puis surtout avec Emmanuel Macron, parce que lui, Emmanuel Macron, c'est quand même un homme qui est sorti de nulle part, que personne ne connaissait. Des amoureux des États-Unis, les trois. Il n'y avait que Chirac qui avait pu dire on n'ira pas avec vous les États-Unis en Irak, mais les trois suivants, on l'appelait Sarko l'Américain. Oui, c'est lui, c'est le retour. François Hollande disant mon ennemi, c'est la finance, et puis on a vu ce qu'il a fait. Alors, quand il disait « mon ennemi, c'est la finance », il envoyait Emmanuel Macron à la City de Londres pour dire « non, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement de la propagande électorale ». Oui. Donc, ces personnages qu'on a élus, dans un contexte de changement de la Constitution, puisque on a ramené à 5 ans le mandat présidentiel, le président est devenu plus immédiatement opérationnel. Il n'y a pas le recul. Et puis, on avait aussi affaire à des gens limités, quoi.
De toute façon, Hollande, c'est un accident, ça devait être Strauss-Kahn. Sarkozy, il a bénéficié d'avantages venant des États-Unis. Et quant à Emmanuel Macron, lui, il est arrivé de nulle part. Donc il est arrivé vraiment... Oui, il n'est pas arrivé de nulle part. Il avait travaillé chez M. Rothschild, à la famille Rothschild. Quand je dis nulle part, c'est-à-dire tout le monde... Enfin, il y avait toute une partie de ceux qui en faisaient la promotion parce qu'ils savaient d'où ils venaient. On sait que les hedge funds prêtent à la France, ils représentent 50% du marché obligataire. Pourquoi il n'y a aucune réglementation sur ces établissements? L'autorité des marchés financiers, elle n'est pas censée cadrer tout ça? Oui, alors, moi je ne suis pas spécialisé particulièrement de ces choses-là, mais de toute façon, les hedge funds, ce sont des choses qui sont étrangères. Ouais. Donc la règle, c'est pas nous qui la fixons. Ouais. C'est-à-dire qu'à c'est partir ça le problème de la dette détenue par des étrangers. Voilà, à partir du moment où on rentre dans un système où on va demander aux autres de financer, on tombe sous leurs règles. On n'est plus souverain. Ben non. Puis avec... Mais il ne faut surtout pas être souverainiste en France, sinon on est d'extrême droite. Ah, ouais. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'au Japon, eux, ils sont peut-être surendettés, mais c'est eux qui détiennent leurs dettes, les Japonais. Alors le Japon, c'est totalement différent. D'abord, ils ont une industrie qui est puissante, puisqu'elle fait 20% de leur produit intérieur brut. Et les Japonais sont d'accord pour financer le fonctionnement de leur économie. Alors, la dette de l'État japonais, c'est 250% de son PIB. Mais les Japonais ont accepté, de miser sur quelque chose qu'ils peuvent perdre. Mais ça les regarde, si vous voulez, c'est pas... Le taux à 10 ans, on le disait tout à l'heure, Alain Le Billon, il est à 3,6%. Ce qui nous concerne. J'entendais un observateur économique nous dire qu'avec la crise politique qui se profile, les taux pourraient monter à 5% d'ici décembre. Alors, jusqu'à quand la France peut continuer à emprunter comme elle le fait, sachant que les taux vont augmenter ? Non, de toute façon, ce qu'il faut, c'est ce qu'on disait dans le cours de la conversation, c'est qu'il faut un choc brutal. Il y a un certain nombre de gens qui ont avancé un certain nombre d'idées. Il faut diminuer, d'une façon générale, le train de vie de l'État. Et la dépense publique. Voilà, c'est ça qu'il faut diminuer. C'est-à-dire, il faut que ce soit significatif. Parce que quand Bayrou dit on va diminuer de 45 milliards... Et non, il va diminuer de 30 milliards, mais il va augmenter la pression fiscale de 15. En fait, c'est-à-dire les budgets qu'on a votés la dernière fois et le budget qui est proposé cette fois-ci, c'est tout simplement pour valider une augmentation de la pression fiscale. En réalité, ce qu'il aurait fallu faire au dernier budget comme à celui-ci, c'est pas voter. C'est tout simplement, c'est le budget précédent qui est... La France, elle n'est pas... Il y a toujours des moyens de sortir, mais c'est le budget précédent qui a accepté. Voilà, c'est tout ça. Parce que là, je le disais tout à l'heure, ce que propose François Bayrou dans son budget, c'est 30 milliards de dépenses publiques supplémentaires. Oui, en fait, non. Ouais. Si. 30 milliards de dépenses supplémentaires et 15 milliards, de pression fiscale. Alors, si on se penche un petit peu sur ce que représente la dépense publique, on voit que les dépenses de fonctionnement de l'État, comment on paye les fonctionnaires, toutes ces dépenses-là, ça représente 540 milliards d'euros tous les ans. C'est un tiers de la dépense publique. Les dépenses de fonctionnement, ces dépenses de fonctionnement sont en hausse de 22% depuis 2021. Donc Emmanuel Macron n'est pas complètement irresponsable dans cette situation. Son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a fait quand même augmenter les dépenses de fonctionnement de 22% depuis 2021. Est-ce qu'on peut parler de corruption à ce niveau-là ? Faut avoir des preuves pour avancer. Non, d'une façon générale, il y a Olivier Marleix, là, qui a disparu dans des conditions un peu spéciales et qui présidait le groupe des Républicains. Il a dit ce qui est détonnant, par exemple, dans le fonctionnement de l'État, c'est qu'on a mis en œuvre la décentralisation et on a plus de hauts fonctionnaires dans les administrations centrales qu'avant. Alors que la logique aurait voulu que tout ce qui était administration centrale soit décentralisé vers les collectivités locales. Mais tout fonctionne de la même façon. C'est qu'au bout d'un moment, tout arrive vers un centre, qui est le ministère des Finances, et dans ce centre,
se conjuguent tous les déficits que sont gérés. C'est bien l'État qui est responsable dans l'aggravation de la dépense publique. On sait que l'État, dans la dépense publique, ça représente plus de 80%. La Sécu, c'est 8,7 et les collectivités territoriales, c'est 7,8. Donc on voit bien que c'est l'État central qui est à l'origine du dérapage de la dépense publique. L'État central qui est à l'origine, mais c'est lui qui, en dernier ressort, assume la responsabilité des... Mais il y a des choses qui sont totalement surprenantes, mais faut taper dans la fourmilière. Vous prenez la sécurité sociale. Il y a plus de 70 millions de cartes vitales. Les Français sont 68 millions et tous les enfants sont sur les cartes des trucs. Quand ce problème a été examiné dans la commission ad hoc à l'Assemblée, celle qui était sur la sellette, qui était directrice adjointe, a admis à la finale que effectivement il y avait trop de cartes en circulation. Le lendemain, elle était virée. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Il faut absolument que la Cour des comptes mette son nez là-dedans pour savoir où passe tout cet argent et pourquoi cet écart. Plusieurs millions de gens qui disposent d'une carte dont on ne sait pas ce qu'ils font avec. Alors on peut supposer... je pense ça parce que c'est un exemple. Et puis après, enfin, c'est rien à côté des 211 milliards d'aides publiques de l'État aux entreprises privées. Le ministre Lombard a reconnu quand même que ce que les entreprises distribuaient comme dividendes aux entreprises représentait à peu près cette somme de 111 milliards. Donc en fait, on paye les actionnaires des grandes entreprises qui en fait n'ont qu'à travailler pour générer leurs propres profits. C'est comme ça que ça fonctionne. Surtout que tous ceux qui vous défendent les entreprises, généralement, se caractérisent comme étant des libéraux. Oui. On n'a pas besoin d'État. Voilà, c'est ça. Mais on est libéral toujours avec l'argent des autres. Oui, bien sûr, mais ça, effectivement. Mais de toute façon, il faut rentrer dans tout le détail de toutes ces dépenses qui sont incongrues, dans toutes ces agences qui ont été créées, qui ont un rôle parapublic, on ne sait pas ce qu'ils font, mais dans lesquelles, il y a des prébendes qui sont distribuées. Il y en a pour 140 milliards d'euros par an de dépenses. L'économie qu'il faut se fixer, de façon à que ce soit un chiffre qui marque, si vous voulez, qui soit compréhensible de tout le monde. Il y a plusieurs groupes qui ont avancé ça, c'est 100 milliards. Et 100 milliards, c'est possible à atteindre. Supprimer toutes les agences, voir où passe l'argent dans le financement des entreprises privées, et dans quelles conditions. Voilà. Je veux vous entendre dans un instant, Alain Lebillon, sur les pistes d'économie, puisque vous y avez réfléchi en préparant cette émission. Pas qu'en préparant cette émission d'ailleurs, mais la démission de François Bayrou semble inéluctable. On enregistre cette émission, je le précise à nos téléspectateurs, le jeudi, elle sera diffusée lundi, le jour même de la probable démission de François Bayrou. Quelles peuvent être les conséquences économiques de son départ ? Les conséquences économiques de son départ, ça va être un ralentissement de tous les projets de loi en cours, en particulier le projet de loi de finances. Mais sur l'économie, sur le privé, on ne va pas vers une augmentation de l'incertitude, une dégradation de la dette de la France par les agences de notation. Je vous rappelle que Fitch va rendre sa note le 12 septembre. Oui, on ne peut pas prévoir une hausse des taux et puis une récession derrière. De toute façon, si vous voulez, il y a un moment, il y a la sanction. Hein. Faut pas rêver, on ne peut pas continuer à fonctionner comme si le réel n'existait pas. Mais bon, on a quand même suffisamment de ressources pour se défendre. Faut pas non plus rêver. Moi, ça ne me gêne absolument pas que le budget soit pas voté. Ce sera tout simplement le budget de l'année dernière qui sera reporté. Et puis vogue la galère, quoi. Vogue la galère. On verra comment les forces politiques vont s'organiser pour sortir, parce que c'est le problème numéro 1 qui est à traiter. Comment on fait pour sortir ? Alors, c'est pas de dire on paiera pas les dettes, c'est comment on fait pour s'en sortir. En fait, la classe politique va être confrontée à la résolution du problème qu'elle a elle-même créé. Bien sûr. Avec la haute administration derrière qui gère... Cette différence près, c'est qu'on règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Ouais. Il faudra quand même qu'il y ait une sanction.
Enfin, quand on a vu la chute de l'URSS, c'est des communistes qui ont quand même sorti l'Union soviétique du système communiste, Gorbatchev. Oui, oui. Alors je ne sais pas s'ils auront l'intelligence de Gorbatchev de sortir la France du merdier, mais... Là, si vous voulez, j'ai jamais réfléchi à ces... Je pense que ceux qui portent la responsabilité des difficultés dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui ne pourront pas sortir indemnes de sanctions. Parce qu'on ne peut pas avoir laissé les choses dériver comme ça. Bah, c'est le cas depuis 50 ans. Pardon ? C'est le cas depuis 50 ans, la dérive. Oui. Et puis personne... Ouais. Puis c'est aussi une caractéristique de la France. Parce que, en fait, quand vous regardez... l'irresponsabilité des dirigeants. Non, c'est-à-dire, vous avez à un moment donné un dirigeant qui endosse ses responsabilités et qui remet les choses d'équerre, et que pendant quand même une grande partie du temps, vous en avez qui en profitent et qui laissent les choses aller. Ou d'autres qui ont d'autres projets, comme celui qui dirige le pays actuellement, qui, lui, nous passe dans une liquidation. Donc, voilà. De toute façon, le pays doit trouver en lui-même son ressort. S'il faut, c'est beaucoup changé et tout changé. Et donc, ça passe par quoi ? Ça passe par un homme providentiel, ça passe par un soulèvement populaire comme... Ça pourrait arriver le 10 septembre ? Je pense qu'on n'en est pas loin. Je pense qu'on n'en est pas loin parce que vous avez quand même toute une partie de la population qui n'a plus rien à perdre. Ouais, mais enfin, est-ce qu'elle est suffisante pour aller prendre l'Élysée, entourer l'Élysée et faire de Macron le nouveau Ceausescu ? Ça, entourer l'Élysée, ça a été fait une fois, c'était au moment des Gilets jaunes. Maintenant, pour accéder au faubourg Saint-Honoré, c'est terriblement compliqué. Ah oui, il a tout blindé, l'autre. Voilà, oui. Il y a des barrières, il y a des flics à tous les carrefours. Donc je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour du 10 septembre, y compris que ça a été lancé par les autorités de l'État de façon à casser l'éventualité d'un mouvement. Mais bon, ça peut aussi se retourner contre ceux qui sont les promoteurs de ça. Alors ces pistes d'économie que vous proposez, Alain Le Billon, est-ce que vous pouvez nous les développer ? Alors, si vous voulez, moi je crois qu'il y a des mesures à prendre immédiatement, des mesures à court terme, comme on dit, des mesures à moyen terme. Et il faut aller vers une réduction de la dépense publique autour de 100 milliards. Et alors, où est-ce qu'on tape ? On tape dans les agences, on tape dans tous les débordements, si vous voulez, tous ces financements. Je m'interroge sur le financement, 211 milliards pour les entreprises, 10 milliards, 2 milliards pour la presse. Enfin, tout ça, il faut revoir ça. Est-ce que l'appartenance de la France à l'Union européenne doit être revue ? Milliards qu'on donne au budget de fonctionnement de l'Union européenne chaque année. J'allais y revenir. Je pense que là, on nous annonce qu'il faudrait que la cotisation se monte à 31 milliards et on reçoit beaucoup moins de l'Union européenne. On est un contributeur net, rappelons-le. On est net et déficitaire. Ouais. Donc je crois qu'à un moment, là, il faut dire stop. Il y a eu la politique de la chaise vide à une époque. Il faut prendre la politique qui veut qu'on bloque sur les cotisations. Il n'y a pas de raison qu'on continue à financer toute l'industrie qui se développe en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Tchéquie, en Slovaquie et dans les autres pays anciennement de l'Est. Donc ça, c'est à court terme, mais à long terme. Par exemple, comment, Alain Le Billon, on peut réduire notre dépendance au marché financier ? Est-ce qu'il faut revenir sur cette fameuse loi du 3 janvier 1973 ? Ça, l'expérience montre qu'il faut y revenir. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra revenir sur cette loi. Surtout, alors, aborder des thèmes qui sont, alors là, qui sont toujours sujets à qualificatif, c'est aussi toute la politique d'immigration. Écoutez... On nous parle de richesse pour la France depuis 30 ans. Je crois qu'il y a... Enfin, il me semble qu'il y a une société qui gère des bateaux... Enfin,
Non, c'est pas une société, c'est une association qui gère des bateaux en Méditerranée, qui doit toucher quelque chose comme 200 millions des Français pour amener des migrants d'Afrique et les installer tantôt en Italie, puis maintenant en France. Donc, par exemple, ça va pas, parce que après les reconduites à la frontière, c'est encore ça qu'il faut payer. Plus toutes les associations en France qui sont payées pour dire aux migrants clandestins que vous avez droit à tout un panel de droits payés par les Français. Tous ces prébendes qui sont accordés à des organismes ou parapublics ou associatifs, il faut revoir ça aussi, parce que ça grève. Et alors... La question donc sur la sécurité sociale, je vous ai donné quelques éléments sur les dépenses de la sécurité sociale, en particulier avec toutes ces cartes qui sont en circulation. Et puis aussi, vous avez sur les collectivités locales, il y a un certain nombre de choses à faire. Vous savez, la politique d'Emmanuel Macron, c'était de dire... le maillage du territoire, c'est les syndicats de communes, c'est-à-dire l'obligation d'appartenir à un syndicat de communes. L'intercommunalité, vous voulez dire? Voilà, tout ce qui sont ces monstres qui ont été créés, qui sont dispendieux du fonctionnement. Avec des doublons à tous les étages avec les communes. Bien sûr, vous avez des doublons à tous les étages. Est-ce que la région, c'était selon vous une bonne idée, cette création sous François Mitterrand? La région... Parce que ça fait encore un couche au millefeuille. La région, c'était aussi, si vous voulez, vous étiez dans le régime des partis avec Mitterrand. Vous étiez dans le régime des partis, donc les collectivités territoriales, si vous voulez... D'une façon générale, elle engageait tout un nombre d'apparatchiks venant des partis, faut bien. Et par contre, Hollande, il a montré quelque chose d'intéressant sur la région. Il a montré qu'elle n'existait pas. Parce qu'en fait, quand il a fusionné les régions, on est passé de 21 à 13, pour des raisons qui échappent un peu à tout le monde, ça s'est fait sur un coin de table, prouve que finalement la région... Oui, il n'y a pas eu beaucoup d'opposition. Ça existe parce qu'on a dit que ça existait. Mais je pense qu'on pourrait certainement revenir à ce qui existait avant, c'est-à-dire l'établissement public régional, qui serait tout simplement une réunion des départements, des conseils généraux, enfin une délégation des conseils généraux, et on refaisait des choses un peu plus claires, un peu plus limpide, c'est-à-dire on verrait s'il y a double ou triple emploi. Et puis je pense qu'il faut rétablir la commune dans ses droits. Et je vois par exemple, on a supprimé la taxe d'habitation. En fait, la taxe d'habitation, elle a pris un autre nom au niveau de la région, au niveau du département. Et je pense que ce serait bien de revenir à ce qui a toujours fonctionné en France, en tout cas depuis la Révolution française, à une taxe qui est prélevée sur tous les habitants de la communauté, de la ville ou du village, de façon à rendre conscient tout le monde des efforts que nécessite la vie collective. Voilà. Mais si vous voulez, c'est ouvert. D'une façon générale, il faut que l'État revienne à ses dimensions régaliennes. C'est-à-dire, il est là, non pas pour s'occuper de tout, il est là pour s'occuper de la sécurité. Armée, justice, police. Voilà. Et éventuellement d'autres actions qui peuvent être envisagées. Mais qui peuvent être ponctuelles. Le fond du problème, c'est là. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? C'est que toutes les fonctions normales d'un État se paupérisent de façon inimaginable. Quand vous voyez, par exemple, les démissions qui existent dans la police, les démissions qui existent dans la gendarmerie, dans l'enseignement, les démissions dans l'enseignement, c'est-à-dire que vous pouviez avant dire c'était attractif la fonction publique, et même ça, ils ont réussi à en dénaturer le sens. Donc, vous voyez, il y a tout un travail, mais ce qu'il faut, dans un premier temps, se fixer un objectif de 100 milliards de réduction des dettes, et puis ne pas hésiter à trancher dans le sujet. Et je pense que dans les agences, dans toutes les dépenses autour de tout ce qui est immigration, etc., il y a les moyens.
On l'évoquait un petit peu tout à l'heure ensemble, Alain Le Bihan. Je me souviens de ce débat qui opposait Jacques Attali à Jean-Luc Mélenchon. Et Jacques Attali expliquant que les 3 seuls moyens de résorber une dette, c'était l'inflation. Donc l'inflation, on l'a déjà, elle est revenue au mois de juillet sur les prix à la consommation. La croissance, on est quasiment en récession. On aura 0, quelque chose de croissance cette année. Visiblement, ça ne suffit pas. Et le troisième, c'est la guerre. Alors, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une guerre avec peut-être la Russie, semble-t-il, comme semble le vouloir Emmanuel Macron, qui veut encore envoyer des soldats en Ukraine? C'est la guerre, la solution pour pour sortir la tête de l'eau, selon Emmanuel Macron, concernant la dette? Bien, je suis pas sûr que les militaires suivront. Hein. Effectivement, de toute façon, ça a toujours été comme ça. C'est que quand vous aviez trop de dettes, vous aviez l'inflation. C'est ce qui s'est passé à la Révolution française. Hein. Vous avez eu les assignats, vous avez eu la nationalisation des biens du clergé. Mais à un moment, il a fallu aussi appauvrir complètement les concitoyens. Donc, oui, c'est ça. S'entraîner dans la guerre, je pense que c'est plutôt... c'est une utopie. Hein. On a quoi, 15 000 hommes 15 à 30 000 hommes. On va aller jusqu'en Russie pour se battre contre une puissance nucléaire qui détient des missiles hypersoniques. Non, mais je veux dire, ça faut pas rêver. Et je pense que il y a une majorité des Français, de toute façon, qui ont beaucoup d'estime pour la Russie. Parce que la Russie n'a jamais été l'ennemi de la France. La Russie, d'une façon générale, nous a toujours aidés. Quand en 1815, les Anglais voulaient nous démanteler, qui c'est qui nous a protégés? C'est le tsar. Qui c'est qui a fait qu'on a eu un siège au Conseil de sécurité en 1944? C'est tout simplement c'est les Russes, c'est l'Union soviétique à l'époque. Alors donc avec les Russes, il faudrait quand même avoir le sens de la responsabilité, et se rappeler ce qu'ils ont fait pour nous. Hein. Un motif d'espoir pour terminer cette émission, Alain Le Bihan. Est-ce qu'il y a un espoir de voir notre dette se réduire, de voir la France reprendre, sortir la tête de l'eau? Oui, je pense que de toute façon, oui. Il y a quelque chose d'incompressible quand même dans le peuple français qui fait qu'à un moment, il se laisse un peu aller pendant toute une période. On attend d'être dos au mur pour réagir, c'est toujours ça? Je crois que c'est quand même un peu, dans nos chromosomes. Ça, on a une façon de se laisser aller, puis par moment, faut mettre l'orgueil français va revenir. Collier, et puis le coq gaulois, il se relève. Mais souhaitons que ce soit toujours vrai. Merci à vous, Alain Le Bihan. C'est moi qui vous remercie. Venu sur notre plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous pourrez retrouver la chronique économique et financière de notre ami Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Et si on reprenait les mêmes et qu'on recommençait Empire ?» Bien, excite le gouvernement Bayrou. Le vote de confiance, logiquement, n'a pas été favorable. Et il va donc falloir maintenant trouver une solution politique à une situation de blocage de la France qui n'a pas commencé, en fait, avec l'échec de Bayrou à faire avancer le dossier de la réduction des déficits de la France. Ça avait commencé, en fait, bien avant même d'ailleurs l'épisode de Barnier, parce qu'en fait, le gouvernement n'avait plus de vraie majorité à l'Assemblée. Alors,
il apparaît difficile de trouver un Premier ministre capable de former un gouvernement avec, on va dire, une forme de mansuétude de la part des diverses forces politiques. Mais on voit bien depuis quelques jours que le chef du PS, Olivier Faure, fait des offres de services réitérées, repris par les médias. Et ça me fait penser que, bien, depuis 2017, en fait, c'est le PS qui, quelque part, est au pouvoir. En effet, la plupart des députés dits macronistes En Marche, oui, bien sûr, je sais, le pays est à l'arrêt, étaient des transfuges du Parti socialiste. Ensuite, la majorité présidentielle a été renforcée avec tout ce qu'on a trouvé comme traître et ambitieux du côté de la droite molle, du centre qui ne manque jamais l'occasion d'aller à la gamelle. Et quand on fait le bilan aujourd'hui de ce que représente le Parti socialiste, dans les urnes, pas grand-chose, hein, mais on a quand même un socialiste à la tête du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes. On a une socialiste à la tête de l'audiovisuel public français, et on a la compagne d'un leader du Parti socialiste à Bruxelles comme présentatrice du 20h, et je pourrais même aller plus loin en allant chercher tous les fils, cousins, etc., de personnalités socialistes et qui sont aujourd'hui présents sur les chaînes du service public ou les chaînes privées. Bref, le PS a su, en tout cas, maintenir ses pions à tous les postes stratégiques, et notamment le Conseil constitutionnel, puisque, en imaginant le pire des scénarios, c'est-à-dire par exemple un article 16 après le 10 ou le 12 septembre prochain, eh bien, qui contrôlerait les décisions présidentielles et vérifierait la constitutionnalité de ces décisions? Eh bien, justement, un Conseil constitutionnel complètement au service de Macron, qui a nommé, lui ou ses complices, la plupart des membres. Donc oui, on va dire là, en cas d'article 16, c'est littéralement l'Élysée en roue libre. Alors bien sûr, un article 16 enverrait un très mauvais signal aux créanciers, parce que l'article 16, ça veut dire que le pays est véritablement en crise et dans une situation quasi insurrectionnelle, ce que n'a même pas connu la Grèce en 2010 et 2011 avec sa mise sous tutelle du FMI. Bon, les finances de la France, certes, ne sont pas brillantes, mais enfin, n'oublions pas que 5,4% de déficit, c'est rien à côté des 7 et quelques des États-Unis, et on est au-delà également de ce genre de score dans des pays même comme le Japon. Voilà. Donc, recourir à l'article 16 présente quand même des dangers politiques, et pas seulement pour la France, mais également pour l'Europe, parce que avoir un pays administré de façon quasi soviétique, ça va forcément indisposer les détenteurs d'euros. Donc pour l'instant, on ne voit absolument pas de panique sur les marchés. D'ailleurs, après les annonces de François Bayrou du 25 août dernier, bon an mal an, les marchés d'actions se sont bien repris. Et si les marchés obligataires se sont dégradés sur les 3 dernières semaines, ce n'est pas un phénomène purement franco-français. On a la même chose au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, où le 30 ans est au plus haut de l'histoire, enfin bref, c'est plutôt son pire niveau de l'histoire. Et que dire du Royaume-Uni avec un 30 ans à plus de 5,60%, où là, on est véritablement en crise. La France est-elle en crise? Non. La France se dégrade-t-elle inexorablement? Évidemment, là, on répond oui.
Et pourquoi? Eh bien parce que le personnel, les décideurs, tous ceux qui verrouillent l'État, effectivement, sont issus pour une bonne part du PS, et la Macronie n'en est en quelque sorte qu'une sorte de spin-off, avec derrière quand même cette touche de libéralisme ou d'ultralibéralisme qui profite en réalité à non pas 1% de la population, mais 0,01% de la population. Et ces 0,01% de la population n'ont pas grand souci à se faire. LFI ne sera probablement pas aux affaires ni après le 8, ni après le 10, ni après le 12 septembre prochain. Mais ce que l'on peut redouter, c'est qu'effectivement, quelque part, se forme une sorte de coalition dite technique où on poursuivra exactement la même politique que sous Macron, Barnier, Bayrou, avec toujours ce même logiciel. Il faut faire payer les Français, il faut boucher les trous, et à aucun moment on ne s'attaquera aux véritables causes des déficits, c'est-à-dire une transition vers le renouvelable qui nous coûte une fortune. Et j'ajoute cette dernière trahison de François Bayrou, qui accepte finalement qu'un tiers des barrages d'EDF payés par les contribuables français soient finalement offerts en quelque sorte à des concurrents d'EDF qui ne sont pas des producteurs d'énergie, qui vont le devenir grâce aux barrages, et qui sont surtout aujourd'hui de simples émetteurs de factures, de faux concurrents, de vrais parasites de ce secteur de la production d'énergie. Donc, qu'est-ce qui peut se produire ces prochains jours? Alors on espère, bien sûr, et les marchés espèrent, que ça ne sera pas un chaos social, mais on peut craindre malheureusement la poursuite d'une lente dégradation, d'un lent pourrissement de notre démocratie, parce qu'évidemment, ce ne sont pas ceux qui tentent de se maintenir au pouvoir qui vont s'attaquer à toutes les dérives financières qui assurent en réalité leur propre survie politique, mais également matérielle, parce que contrairement à la devise de l'ENA, eux ne sont pas là pour servir, mais pour se servir. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.